La fin de cet épisode était complètement folle. Pluribus, épisode 5. Et oui, l'épisode 5 est sorti cette semaine, exceptionnellement, vu que c'est Thanksgiving aux États-Unis, tout ça, ils ont décidé d'avancer l'épisode. Et ma théorie, c'est qu'ils l'ont aussi avancé car il y a Stranger Things demain, et Stranger Things allait faire de l'ombre à Pluribus, donc c'était une très bonne idée d'avancer l'épisode. Il est sorti à 3h du matin, techniquement, aujourd'hui, et je me devais de faire la critique parce que cette fin, OMG. Et comme d'habitude, on va évidemment tout spoiler, donc si vous n'avez pas vu les 5 premiers épisodes de Pluribus, partez, allez voir les épisodes, et venez voir cette vidéo car on va parler et spoiler. J'aime beaucoup le début de l'épisode car c'est en plan séquence pour montrer la synergie des autres, parce que oui, je vais les appeler comme ça, les autres, c'est le terme officiel dans cet épisode-là et au générique, et c'est toujours le décalage qui est mis en avant, c'est-à-dire qu'on voit des enfants travailler alors qu'ils ne devraient pas du tout, donc ça crée quelque chose qui est inhumain, entre guillemets, et le plan séquence sert parfaitement à montrer la cohésion entre eux. C'est une ruche, c'est une même espèce, et justement le plan séquence s'arrête en arrivant sur Carol pour marquer la différence. Il y a beaucoup de narration visuelle, mine de rien, avec la mise en scène, c'est ça qui en fait aussi une bonne série, et elle est au téléphone avec Lakshmi, et Lakshmi, elle est énervée et refuse d'écouter car elle est dans son monde parfait, avec son enfant qui n'est même plus vraiment son enfant, mais il fait des tâches d'enfant pour rendre heureuse évidemment Lakshmi, et forcément, elle, lorsque elle voit Carol, ou voit pas, mais ressent Carol être en détresse, ça impacte sa vie de famille. Donc elle a raison d'être un peu en opposition par rapport à elle, en tout cas c'est compréhensible. Et je trouve que c'est assez intelligent la manière dont ils ont changé la personnalité des autres, parce que à la base, ils avaient des réactions toujours positives, serviables par rapport à Carol, mais là quelque chose s'est passé. Quelque chose a changé, et je pense que c'est dû à une chose très précise. Maintenant, ils ont compris qu'ils sont en danger par rapport à Carol. Carol, peut-être pour ces autres-là, est devenue une sorte de prédateur. Et ça les effraie un petit peu. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, on a découvert une nouvelle étape de leur fonctionnement. Le fait qu'ils puissent littéralement faire la gueule. Ils sont distants, froids. C'est montré par la mise en scène, la photographie. La chambre est bien plus sombre que d'habitude. Et en même temps, on nous montre ces autres froids pendant que Carol, elle, est montrée avec beaucoup plus de sympathie. Elle dort dans l'hôpital, elle a l'empathie, elle veut rester là avec son ami, entre guillemets. Elle leur fait confiance pour dormir, mais justement, ça s'est un peu inversé. Maintenant, tu peux plus vraiment faire confiance aux autres parce que quelque chose se trame. Je parle pas que la fin de l'épisode, mais dès le début, il y a un vrai décalage par rapport à leur personnalité d'avant et maintenant. Et ça, c'est un switch qui est menaçant, qui est flippant. Je veux dire, les autres surveillent Carol, préparent quelque chose. Alors, toujours en plan séquence, ce super plan par rapport à ça, pour te montrer encore une fois le fait que c'est une entité qui est parfaitement coordonnée avec cette musique angélique d'église. Presque, c'est pas pour rien. Mais que font-ils? Où vont-ils? On le comprend après qu'ils quittent la ville pour abandonner Carol. Il y a un vrai timelapse par rapport à elle qui était fatiguée, qui dort, et c'est pour montrer sa solitude, car oui, ils l'ont abandonnée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont des sentiments. Et c'est un gros twist pour moi dans cette série, entre guillemets, pour l'instant, c'est que le fait qu'ils soient vexés change complètement la dynamique de l'œuvre et le genre de l'œuvre. Là, on a un épisode qui se dirige de plus en plus vers le thriller, le polar, mais surtout vers l'horreur. Vers la fin, on va en parler. Et cette ville déserte, sans électricité, pour moi, c'est vraiment une conséquence, d'un point de vue thématique, d'être abandonnée par la communauté. Et c'est terrifiant, en fait, d'avoir un endroit, un monde comme ça, sans voiture, sans électricité, sans rien. Alors oui, le plan, ça sent un peu le studio. Je sais pas si c'est en studio, mais ça sent un peu le studio. Et c'est pas le plan le plus beau. Mais c'est flippant de voir les États-Unis vides. Car les États-Unis, surtout Albuquerque, c'est fait pour les voitures aussi. Donc voir ces grands espaces vides où il n'y a plus de voitures, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus rien, c'est particulier. Et justement, le monde, cette société sans hommes, c'est quelque chose qui est limite menaçant. Il y a un truc un peu, vous savez, d'horreur analogique, j'ai l'impression. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont mis en avant le fait d'être seul de manière anormale. C'est ça qui est vraiment fort dans ce genre d'image. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois intéressant par rapport à Carol, parce que Carol, elle veut être seule depuis un long moment. Et maintenant, elle est enfin seule. Elle a enfin été abandonnée. Est-ce que ça va lui plaire? C'est ça la vraie question. Mais elle n'abandonne pas. Pour moi, c'est ça la force de l'œuvre aussi, c'est que Carol est vraiment motivée à étudier ces gens, à comprendre ce qu'ils sont et comment les arrêter. C'est pour ça qu'ils ont pris leur distance aussi. C'est que pour moi, ils voient vraiment la menace qu'est Carol et ça crée une dynamique complètement différente pour l'avenir de la série. Et je trouve qu'elle devient une sorte de leader. Là où au début, on l'aimait pas trop,
là, elle commence à vraiment s'assumer, elle commence à faire des choix intelligents et elle veut créer une sorte de révolution. Elle devient politique, elle s'est bien habillée, elle fait des speeches, vraiment littéralement comme des personnes influentes qui veulent impacter le monde, la société. Mais en même temps, ce qui est fort, c'est qu'on dirait un peu la folle du bus, quoi. On dirait vraiment la dame qui paraît un peu perchée juste parce qu'elle a des théories bizarres, parce qu'elle parle à personne l'écoute. C'est très particulier, et je trouve qu'à la fois c'est fort parce qu'elle a raison. Elle a vraiment raison dans cette histoire. C'est pas normal ce qui se passe dans ce monde, mais en même temps, elle paraît presque hystérique, presque déconnectée. Et c'est ça la question qu'elle pose. Est-ce que le monde est meilleur comme ça ? Est-ce que c'est bien d'imposer la paix et l'amour ? Est-ce que l'individualité ne mérite pas d'être sauvée ? Est-ce qu'il faut sauver de manière générale les gens ? C'est des questions philosophiques et sociétales qui divisent aujourd'hui, même aujourd'hui. Je veux dire, j'en ai parlé sur les réseaux. C'est-à-dire que moi, je fais un TikTok pour parler de est-ce que vous feriez la même chose que Carole dans ce monde ? Il y a plein de gens qui disent non, moi je ferais autre chose. Et ça, c'est intéressant. À quel point on serait prêt à sauver l'humanité si tout ce qu'elle fait nous convient ? C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est des vraies questions qui sont établies, qui vont aller loin dans cette série. Et elle a même un speech de général. À la fin, elle dit « Good luck and good speed ». C'est un truc que disaient beaucoup de militaires avant d'envoyer les gens, évidemment, se faire massacrer. Et en même temps, elle fait un discours politique qui essaie justement de rassembler ces 12 autres personnes, mais contrairement à ce qu'elle faisait avant, maintenant elle menace beaucoup plus les autres, parce que si elle est de mauvaise humeur, tout le monde meurt, et ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il y a ce lien entre elle et les autres ? Mais c'est ça la force de la série, c'est justement que les autres ne peuvent pas la tuer, en même temps elle peut rien faire, en plus maintenant elle est isolée. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ? Pourquoi ? Je trouve que c'est vraiment fort par rapport à ça. Il y a un truc où c'est un peu l'élu de la situation, et l'élu a décidé d'être contre le système. Donc en fait, elle qui peut contrôler le système par son humeur, entre guillemets contrôlée, elle est aussi la personne la plus anti-système. Et je trouve que c'est assez fascinant de manière générale. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir ce drone qui vient du ciel, forcément parce qu'elle ne voit plus d'humains. Alors déjà qu'il ne voyait pas beaucoup d'humains avant, parce qu'il y a débat sur s'ils étaient humains ou pas, maintenant elle ne voit que des robots, que des machines, et t'as l'impression qu'en fait les autres se moquent d'elle. C'est-à-dire que voilà, ils ont pris leur distance, ils sont quand même encore serviables, ils ont le droit de le faire et ils le font quand même parce que t'as l'impression que c'est dans leur code génétique. Mais en même temps, ils se moquent d'elle, c'est-à-dire que voilà, ils vont complètement être froids, robotiques. Et c'est intéressant parce que les précédents épisodes ont parlé du fait que les autres se comportent comme des machines. Là, littéralement, ils viennent avec des machines. Donc, ils sont vraiment allés un peu plus loin dans cette idée-là, et je trouve que c'est vraiment très très bien, et c'est personnel. Tu vois que c'est pas juste un contrat entre les deux, entre guillemets, contrat, mais c'est quelque chose de fondamentalement personnel. Et je trouve que justement, ça donne de l'espoir pour la suite de la série, parce qu'elle va constamment se renouveler. Pour l'instant, en 5 épisodes, on a vu tellement de choses différentes. Je trouve que c'est vraiment fou, et j'aime beaucoup à quel point il n'oublie pas de parler du chagrin de Carole, parce qu'elle rajoute un deuxième coussin, c'est touchant, elle se sent seule par rapport à Hélène, par rapport au fait que maintenant, littéralement, toute la ville l'a abandonnée. Et il y a un truc particulier, c'est qu'elle entend du bruit. Donc toi tu dis, est-ce que c'est un autre, est-ce que c'est un autre humain ? Mais ce sont des animaux. Et moi ça m'a fait penser un peu à l'époque du Covid, c'est-à-dire qu'elle est enfermée chez elle, plus ou moins, le monde est complètement vide à l'extérieur, il n'y a plus personne, il n'y a plus de voiture, il n'y a rien, il n'y a que des services essentiels à la limite, mais là pour elle il n'y a personne, les animaux reprennent le dessus. Moi ça m'a vraiment fait penser à cette époque du Covid, quand on était enfermés chez nous, il y avait des vidéos d'animaux qui reprenaient le contrôle de la ville un petit peu. Je trouve qu'il y avait un côté confinement dans cet épisode qui est à la fois un peu traumatisant, et paradoxalement c'est ce que Carole demandait depuis le début, mais maintenant qu'elle est confrontée à elle-même, toute seule, elle n'aime pas non plus, parce qu'en fait Carole elle a jamais eu ce truc où elle aimait être seule. Carole elle a toujours aimé être accompagnée avec quelqu'un, mais elle a jamais su montrer ses sentiments par rapport à ça. C'est ça la force aussi de l'œuvre. Je sais que je dis beaucoup la force de l'œuvre, mais en même temps il y en a tellement. Enfin, moi j'adore cette série, hein, vous l'avez bien compris, et c'est à chaque fois humiliant de devoir appeler les autres, d'avoir cette messagerie, et ils sont forts dans la moquerie, dans la manipulation, ils sont en train de l'humilier au fur et à mesure. C'est ça qui est d'après moi assez efficace dans l'œuvre, c'est que c'est devenu une guerre. Là où au début c'était serviable et tout sympa, là clairement il y a une opposition qui se fait, qui sera vraiment crescendo je pense dans les prochains épisodes. Et il y a ce petit easter egg, c'est le bouquin d'Agatha Christie, And Then There Were None, qui est assez intéressant parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas le livre, c'est l'histoire de gens qui sont mis, je sais plus si c'est une île ou un truc comme ça, mais bref, c'est plusieurs personnes qui sont mises à un endroit un peu fermé, et ils sont tués un par un à cause, entre guillemets, de crimes qu'ils ont commis à l'époque, et c'est un juge qui les tue. Bon, c'est intéressant et c'est un lien direct évidemment avec l'œuvre, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose, mais je trouve que c'est pas mal, et j'aime beaucoup comment la routine et cette boucle, entre guillemets, infernale, à cause de ce téléphone, devient une véritable punition. Ça l'agace, clairement, parce qu'en fait, elle demande des tâches classiques de la société.
les lumières, la poubelle, et on montre encore une fois le vrai souci de déshumaniser la société, c'est-à-dire qu'elle communique en différé. Elle communique avec des machines en différé. C'est horrible. C'est comme nous, quand on prend notre téléphone, on appelle un numéro et c'est une IA ou un robot qui nous répond. C'est insupportable et ça crée des barrières entre ce qu'on devrait avoir, donc des choses basiques comme les poubelles, comme la lumière, l'électricité et des trucs comme ça. Et ils mettent des barrières pour nous agacer, nous faire chier et nous faire abandonner parce que ça les arrange pas, tout simplement. Et justement, cette communication en différé, pour moi, c'est une critique à la fois de la bureaucratie et en même temps du problème de déshumaniser la société. Si toutes les tâches deviennent robotiques, il y a un truc où on perd aussi notre humanité et on aime bien communiquer avec des humains, ça c'est évident. Et c'est aussi une critique évidente du communisme, mais dans un point de vue assez fort par rapport à l'entraide sociale. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont revenus me voir dans les commentaires en me disant « Mais pourquoi c'est une critique du communisme ? C'est pas ça le communisme ». Le communisme dans les films, c'est simple, c'est le symbole d'une société qui n'a pas de liberté, qui est oppressé et qui n'a pas d'individualité. C'était ça pendant toute la guerre froide, les films américains, même un petit peu avant, le communisme était critiqué par rapport à ça. Et là, d'un point de vue thématique, oui, c'est aussi une critique du communisme, moi je le pense, en tout cas d'un point de vue cinématographique. Ça parle de ça aussi. Mais en même temps, on voit bien que sans cette entraide sociale, la société pue un petit peu. Donc j'aime bien à quel point l'œuvre n'est pas du tout manichéenne et va vraiment au bout de ses idées. Parce que les machines ne suffisent plus. Il faut des humains, alors pas forcément pour toutes les tâches, c'est ça aussi que dit la série, mais c'est un acte de rébellion qu'elle fait là par rapport à ces machines. Parce que oui, les autres ne sont plus humains en réalité. Ce sont des formes de machines et elle fait exprès de se rebeller. Elle fait exprès de mettre plus de poids dans cette poubelle pour que le drone se casse la gueule. D'ailleurs, personne ne vient le récupérer. On a l'une des images les plus folles de cette année qui fait penser à 2025, quoi. T'as le drone qui récupère la poubelle, qui se casse la gueule, personne ne vient la récupérer parce qu'il n'y a plus d'humains qui gèrent ça, elle qui est toute seule et tout, c'est lunaire, mais c'est ça qui est fort, c'est ça qui est prenant je trouve, et j'aime beaucoup, surtout qu'après il y a son truc plateau qui tombe, il y a un reflet par rapport à ça, c'est vachement bien, mais cette situation-là, de cette routine infernale et tout, je la trouve vraiment efficace, parce que ça montre un peu la détresse psychologique, le personnage de Carole qui souffre par rapport à ça, et en même temps, que serait la société remplie de robots, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on veut tous, évidemment, éviter. On l'a vu le précédent épisode avec ce dialogue en mode IA, c'est catastrophique, ça nous change. Et il y a un truc qui change complètement la donne dans cet épisode-là, c'est le fameux lait. Alors le lait, il est intéressant parce qu'à la base, je me suis dit, ils sont pas véganes, enfin... Moi, je le dis en tant que vegan, mais en gros, ils ont dit qu'ils font pas du mal aux animaux. Donc, s'ils font pas du mal aux animaux, ils peuvent pas avoir de lait. C'est juste pas possible. Donc, ça, c'était le premier truc où je me suis dit, le lait, c'est pas du lait, c'est un autre truc. Et en même temps, elle va clairement enquêter par rapport à ça. Et j'aime bien parce qu'en fait, ça devient une enquête. Cette fois-ci, cette série, c'est plus vraiment une série de mystères, entre guillemets, mais une sorte de polar, thriller, presque d'horreur, où elle va devoir trouver la réponse en étant seule. Et il y a un truc qui est intéressant par rapport à elle, c'est qu'elle est pas mal anti-animaux. Alors, on peut ouvrir le débat sur ça, mais à chaque fois qu'il y a des animaux, elle les repousse. Elle aime pas les animaux. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas dans quel ordre d'idées. Alors pourquoi avoir mis des corbeaux ou des corneilles ici plutôt? Est-ce que c'est le symbole en général, vous savez, de la mort dans les films? Et quand tu sais ce qui se passe à la fin, c'est sûrement ça. D'ailleurs, mais elle a un truc où les animaux, elle aime pas. Je sais pas pourquoi, parce que les animaux sont peut-être la chose la plus humaine, entre guillemets, aujourd'hui dans la société avec elle. C'est-à-dire que les animaux, eux, n'ont pas été changés. Ils veulent se nourrir, ils veulent vivre. Pour eux, juste le monde a un peu changé, mais eux n'ont pas changé. Donc je sais pas ce qui se passe par rapport aux animaux, j'ai hâte de voir la suite, si ça va revenir les animaux dans cette histoire. Mais justement, maintenant, la série se dirige plus vers du mystère par rapport à quel est ce produit, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et même si moi, je maintiens que c'est pas une mystery box, vous savez, à la Lost ou From, qui est en plein cours de diffusion aujourd'hui, parce que moi, c'est pas un concept que j'aime de base. Là, j'aime bien parce que ça enquête en mode presque Chinatown. Ça va droit au but, ça avance constamment, c'est pas en train de tourner en rond. Moi, From, par exemple, je déteste parce qu'en fait, le mystère, il tourne en rond pendant des saisons et c'est insupportable. Là, ça avance, ça va vite et c'est ça que j'aime bien. Alors, si ça commence à tourner en rond, ça va me saouler, mais là, c'est pas le but de la série de faire tourner en rond. Il y a un peu de mystère, mais le but, c'est vraiment d'enquêter et je vois plus comme un thriller. Et j'adore cette scène parce qu'elle fait vraiment conspirationniste, folle, alors qu'elle a raison, encore une fois. Elle a 100% raison d'être dans cet état. Alors que bon, fatalement, oui, dans sa manière de faire, d'agir, de faire la vidéo, elle paraît complètement cinglée. C'est pour ça qu'elle refait la vidéo. C'est qu'en fait, elle a compris à quel point elle était en décalage avec le reste de l'humanité qui kiffe justement ce qui se passe. Alors pas tous, encore une fois, on l'a vu, mais j'aime beaucoup parce qu'elle veut convaincre. Donc elle se remet en question. Et le fait de retourner plusieurs fois la vidéo, c'est elle qui réalise enfin ce qu'elle est. Et c'est donc une série, encore une fois, sur l'introspection de cette femme et qui va devoir devenir une meilleure personne. Et littéralement, une vidéo, le fait de retourner et tout, c'est un peu une sorte de miroir vers l'âme aussi, où elle doit changer sa personnalité pour convaincre, être meilleure. Elle se rend compte de ce qu'elle dégage, elle n'aime pas. Et c'est justement ça
qui va l'aider. C'est ce changement intérieur qui va aider le monde et je pense que ça va aller dans cette direction. Plus elle sera mieux dans sa tête, plus le monde va bien aller. Ça sera ça l'idée derrière la série. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vois que ça lui pèse vraiment cet isolement, cette solitude, parce qu'elle voulait boire cette fois-ci. Là où au début de l'épisode, elle se dit non, je vais pas boire, je vais faire autre chose. Là, elle voulait boire. Elle est interrompue évidemment par ce qui se passe, mais tu vois que ça lui fait du mal. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une femme qui s'est toujours mise, on va dire, en mode je suis seule, j'aime bien être comme ça. Et quand elle est vraiment seule, elle souffre évidemment. Et la tombe de son ex-femme est donc mise en danger. Elle s'accroche à ça parce que c'est important. Elle est encore évidemment très chagrinée, endeuillée. Et c'est ça qui est fort et c'est ça qui crée un attachement par rapport à cette femme. Alors oui, c'est hardcore. Hein. Les loups ou les coyotes, je sais pas ce que c'est techniquement, qui veulent vraiment creuser pour récupérer les restes. Je trouve que c'est une idée qui est vraiment violente. Mais elle est intelligente pour le personnage de Carol. C'est-à-dire qu'elle préfère s'endormir sur la tombe avec la voiture pour la protéger. Mais en même temps... En fait, c'est la dernière fois qu'elle dort avec Hélène. C'est ça qui est fort, c'est que on l'a vu au début de l'épisode, elle était seule dans le lit. Là, elle est seule dans la voiture, mais techniquement, elle est avec la représentation d'Hélène. Et je trouve que c'est touchant, mine de rien, parce que pour une dernière fois, elle est avec elle. Et j'aime beaucoup ce passage de jardinage paisible, parce que justement, moi, je l'ai vu à 3h30 du matin, cet épisode, et je voulais m'endormir devant à ce moment-là, parce que c'était tellement paisible et beau. Mais c'est beau aussi pour elle, parce que j'adore la suivre dans sa routine. Je commence à la comprendre, à vraiment l'apprécier premier degré, même si elle a des problèmes. C'est ça qui est fort aussi dans la série. Mais en même temps, je vois une femme qui souffre, et ça me fait grave plaisir en tant qu'œuvre, et je m'attache beaucoup à elle, et ça, j'aime beaucoup. Et justement, le coucher de soleil, bon, il a de la gueule, hein, c'est un beau plan, mais il symbolise surtout le fait qu'elle va passer à autre chose, que le monde va changer. C'est peut-être le dernier coucher de soleil normal dans cette histoire. Elle décide de repeindre, elle fait de l'art. En fait, c'est une artiste. Carole, on l'oublie, mais c'est une auteure. Elle écrit, c'est ça qui est bien. Et là, elle le repeint, elle fait de l'art un petit peu pour Hélène. Parce qu'en fait, avec Hélène, ils avaient ce truc, mine de rien. C'était l'art. Elle partageait cette envie, cet amour pour l'art. Et ça, on le ressent ici. Et j'adore la voir à vivre ça. Je trouve que c'est fabuleux, je trouve que c'est beau, je trouve que c'est touchant. On la sent apaisée juste avant de la sentir chagrinée. Bon, Rhea Seehorn, en termes d'actrice, pour moi, elle est formidable. Peut-être la meilleure actrice de cette année. Elle en fait pas des caisses. Mais juste ce petit moment-là, tu te dis, putain, qu'elle est douée, quoi. Qu'elle est forte par rapport à ce rôle. Elle est dingue, elle dégage tellement de choses juste avec des mini-expressions. Et la scène, elle est pas trop longue, juste on ressent que c'est dur pour elle. Mais maintenant, moi, il y a une sorte de sanctuaire pour Hélène. Et ça va l'aider, je pense, par la suite. Alors moi, j'étais un peu surpris par le code barre. Parce que peut-être je suis un peu un crétin. Mais je savais pas qu'on pouvait pas scanner juste un code barre et voir ce que c'était sur Internet. Est-ce qu'il y a encore Internet? Je sais plus. D'ailleurs, c'est une question qu'il faut se poser. Je sais pas s'ils ont remontré Internet, mais elle, c'est qu'elle a jamais utilisé Internet. Elle a jamais vraiment utilisé son téléphone. Je sais même pas on est en quelle année, mais bon, on doit être en 2025. Bref, peu importe. Mais j'aime bien l'idée que ça la pousse à enquêter de manière urgente. Je veux dire, là, il est tard, c'est le soir, il fait nuit. Elle peut y aller, il y a personne en réalité. Mais bon, tu comprends à quel point elle est motivée et elle veut aller au bout du truc. Encore une fois, moi je trouve que c'est peut-être un petit peu simple, c'est pas non plus une série d'enquête à 100%, mais ça fonctionne et ça change la tonalité de l'œuvre. Arriver dans une usine la nuit, je trouve que l'ambiance est flippante, c'est angoissant. Encore une fois, il y a le travail de détective noir, mais tu sens le danger. Pour la première fois dans la série, tu sens, je trouve, vraiment le danger, surtout que maintenant elle est seule en théorie. Le vent a complètement tourné, l'isolation fait vraiment peur. Moi, encore une fois, il était 4h quand j'ai fini l'épisode, ça me faisait un peu bader, ça me faisait plus bader que Welcome to Derry. Je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Mais c'est ça qui est fort, c'est que cette sensation d'horreur, elle s'est installée tellement bien et tellement vite parce qu'il y avait un vrai build-up dans cet épisode-là et l'écriture est vraiment géniale de ce point de vue-là avec la mise en scène. Mais t'as pas envie d'y croire non plus parce qu'à la base, les autres sont gentils. Mais là, tu sens qu'il y a un truc qui va se passer, qui va tout changer. Moi, je pensais un peu de manière naïve qu'elle allait être enfermée, vous savez, dans ce frigo, et qu'elle allait devoir demander de l'aide, des choses comme ça, avoir un épisode un peu à la mouche, à la Breaking Bad. Mais bon, là, cette fois-ci, ils ont eu le budget, hein, 15 millions par épisode, ils ont la thune, mais c'est la fin qui est choquante. Parce que tu sais qu'il se passe un truc louche, bizarre, et puis la fin, en fait, c'est génial parce que le montage coupe parfaitement à la réaction de Carol. Elle met un moment avant de réagir, comme si elle était dans le déni, il y a une sorte de latence par rapport à ce qu'elle a vu. La réaction est d'après moi parfaite et j'aime bien parce qu'à la fin elle regarde vers la porte, c'est-à-dire qu'elle flippe vraiment, elle ne regarde pas en bas, le cut se fait vers elle qui regarde vers la porte et je trouve que c'est génial comme idée parce que le premier truc qu'elle se dit c'est putain je vais finir comme eux, il faut que je regarde autre part si je suis en sécurité ou pas. Donc là tout devient complètement différent, tout change, ça devient vraiment horrifique parce que ce sont des cadavres, c'est évident que ce sont des humains morts.
Et comment ils font? Ils se nourrissent entre eux en mode soleil vert. C'est ça qui va se passer pour ceux qui ont vu le film Soleil vert. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et moi, je pense que l'explication des autres va être logique, va être calme, va être apaisée. Parce que je pense qu'ils vont vraiment être dans un système où, au fait, quand quelqu'un meurt, oui, bah, ils s'auto-nourrissent entre eux parce que c'est comme ça qu'ils se nourrissent, quoi. Ils ont besoin des uns des autres. Je pense pas qu'ils sont en train d'organiser genre des génocides de personnes pour littéralement se nourrir. Je pense que c'est les cadavres et les morts, vous savez, des 800 millions qui sont décédés un peu partout dans le monde. Ils ont mis ça dans des frigos pour préserver et ensuite en faire de la nourriture. Je pense que c'est ça. Et je pense que ça va être glaçant, sans mauvais jeu de mots, parce que ça sera expliqué de manière complètement simple. Complètement calme, en mode « Ah bah oui, nous on est juste comme ça, c'est ce qu'on fait quoi. On voulait pas t'inquiéter Carole, c'est juste notre fonctionnement, notre système, c'est comme ça qu'on se nourrit. » Et ça crée une question encore plus éthique. C'est-à-dire que si c'est des cadavres, mais bon, c'est carrément ça, hein, ils refusent de tuer des animaux en vie, ça on l'a compris. Mais ils sont prêts à manger les cadavres des humains décédés. Est-ce que c'est vraiment du cannibalisme si c'est littéralement la même espèce, la même entité, le même organisme? Comment ça fonctionne? Genre d'un point de vue éthique, moral, est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Est-ce que toi, si t'avais une tribu, un clan, et que quelqu'un décédait, est-ce que ça serait ok de le manger? Oui, non? Bah normalement non, en fait. Nous, dans notre société, on est comme ça. Le cannibalisme, même quelqu'un qui est mort de manière naturelle, on le fait pas. Logique. Mais là, vu que c'est au-delà d'un clan, d'une tribu, vu que c'est une vraie entité seule, c'est quoi la question? Genre philosophiquement, est-ce que c'est ok? Alors évidemment, voir des cadavres empilés comme ça, c'est atroce, mais pour eux, bah, est-ce que c'est normal, pas normal? Est-ce que c'est grave? C'est devenu une vraie série horrifique et je suis très très curieux de savoir ça sera quoi l'ambiance de l'épisode 6. Parce que là, franchement, est-ce qu'elle sera terrifiée? Est-ce que ça sera complètement à l'opposé? Ça deviendra presque une satire? J'en ai aucune idée. Alors, il faudra attendre une semaine et quelques pour l'épisode 6, mais je suis trop curieux de savoir dans quelle direction ça va aller parce que là, c'est badant de fou. Ils ont réussi et c'est un super épisode d'après moi. Plein de questions, plein d'interrogations. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.